L'impact du De Unitate Intellectus a été durable. L'avéroïsme n'a pas pour autant disparu. Au contraire, sans parler des trois phases qu'il a encore connues au XIIIe et XIVe siècle, ni de son extraordinaire vitalité dans l'Italie des XVe et XVIe siècles, l'avéroïsme s'est maintenu presque plus vigoureux dans les années immédiatement postérieures à l'intervention de Thomas. La première phase étant celle de Siger de Brabant et de l'anonyme de Giel. La deuxième phase, 1280-1300, est celle de l'anonyme Sicut dicit Tullius et de Gilles d'Orléans. La troisième, 1300-1328, celle de Jean de Göttingen, d'Antoine de Parme, de Thomas Wilton, de la Quaestio anonyme de Anima Intellectiva de Marcille de Padoue, Jean de Jodin et Gauthier Burlet. La quatrième, celle de l'avéroïsme bolonais, première moitié du XIVe siècle, avec Angelo d'Arezzo, Taddeo de Parme, Anselme de Come, Mathieu de Gubbio et Jacques de Plaisance. On l'a vu, Siger lui-même réplique avec les Questions de Anima Intellectiva, rédigé au plus tôt en 1273, plus probablement en 1274. En tout cas avant mai 1274, puisque Thomas y est cité comme un auteur encore vivant, sans renoncer absolument à ses opinions antérieures. Siger a perdu un peu de sa superbe. La conclusion du chapitre 7 consacré à la multiplication de l'âme intellective est pour le moins prudente. Toutes ces difficultés et quelque autre m'obligent à dire que depuis longtemps j'ai des doutes sur ce qu'il faut soutenir en ce problème selon la voie de la raison naturelle et sur ce qu'a vraiment enseigné Aristote sur la dite question. Ma conclusion est qu'étant dans un tel doute, il faut s'en tenir fermement à la foi qui surpasse toute raison humaine. Fait-il une autre réponse plus offensive? C'est ce que soutiennent la plupart des historiens depuis la découverte d'extraits d'un Tractatus de Intellectu à lui attribuer dans un ouvrage homonyme d'Agostino Nifo, avéroïste padouan du XVIe siècle, 1473-1546. Ce traité sigérien, aujourd'hui perdu, a été partiellement reconstitué par Nardi grâce aux extraits de Nifo. Le maître de Brabant, qui est censé avoir directement adressé le traité à Thomas, y apparaît soutenir une position moyenne, très en retrait par rapport aux Questions Intres de Anima. Voici, explique Nifo, comment il s'y prend pour faire sa médiation entre les avéroïstes et les latins. Aux avéroïstes, il emprunte l'impartibilité, l'immatérialité et l'unité de l'intellect. Aux latins, que l'intellect est la forme qui constitue à la fois l'homme et cet homme-ci. L'homme sent dans l'être spécifique, cet homme-ci dans cet être-ci. Que l'intellect est ce qui donne l'être à la fois dans l'individu et dans l'espèce. Et donc aussi l'être d'où est tirée la différence spécifique ultime. On situe généralement le delectu entre les Questions Intres de Anima et les Questions de Anima Intellectiva, selon Nardi. Siger l'a envoyé à Thomas après mai 1272, départ de Thomas pour Naples, et avant le 2 mai 1274, date à laquelle sa mort est connue à Paris. Sur la date de la composition, les avis divergent sensiblement. Que Celtis, qui place De Intellectu après le De Anima Intellectiva, voit celui-ci durant l'année scolaire 1272-1273, plutôt fin 1272, et celui-là durant l'année scolaire 1273-1274, mais avant mars 1274. Bazan, au contraire, considère qu'il est invraisemblable que Siger ait attendu 2 ans avant de riposter à l'attaque de Thomas et que les termes mêmes qu'il utilise dans le De Anima Intellectiva pour retracer l'histoire de ses doutes impliquent de distancer le plus possible les deux écrits. Il suit donc Nardi et soutient que le De Intellectu a été composé en 1271 ou même en 1270 avant la condamnation du 10 décembre 1270. Le De Intellectu a-t-il jamais existé? La question iconoclaste a été récemment soulevée par Patin. Selon lui, l'opuscule librement paraphrasé par Nifo pourrait bien être que les Questiones Intres de Anima. À vrai dire, il existe un autre témoin de l'existence des intellectus, le prince des avéroïstes parisiens du XIVe, Jean de Jandun,
Dans ces questions très subtiles, Super Libros Aristotelis de Anima, à Venise, Jean fait en effet allusion à l'opinion d'un révérend docteur en philosophie, maître Rémi, Rémigius de Brabant, dans un certain traité de l'intellect. Si Rémi est une faute de l'imprimeur, aisément corrigée par la tradition manuscrite, il faut malheureusement constater que l'incipit mentionné par Jean est aussi celui des Questions de Anima Intellective. Quant au témoignage souvent allégué de François de Sylvestris, sa valeur est également minime puisqu'il dépend directement d'Agostino Nifo. Si tel était le cas, l'ouvrage n'aurait évidemment pas été envoyé à Thomas. Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, il faut avouer que le De Unitas de Thomas a agi sur Siger sans effet retard. Dans le commentaire du livre des causes composé entre 1274 et 1276, l'avéroïsme de Siger n'est pratiquement plus qu'un souvenir. La thèse centrale des Questions Intres de Anima, l'unité de l'intellect selon Averroès, est clairement abandonnée. C'est une position qui est hérétique aux yeux de notre foi et dont on peut aussi montrer qu'elle est irrationnelle. Quant à savoir si Aristote a vraiment enseigné que l'intellect était unique à tous les hommes, comme l'a fait son commentateur, cela ne ressort pas avec certitude de ses paroles. Certains expliquent Aristote en lui faisant dire que l'intellect de tous les hommes est un, d'autres l'expliquent autrement. De toute façon, quel ait été son enseignement, Aristote était un homme et il a pu se tromper. Il faut tenir fermement que l'intellect est multiplié par la multiplication des hommes. Que veut dire cet apparent reniement? L'avéroïsme décroissant de Siger ne traduit pas chez lui un recul de la philosophie par rapport à la foi. Le philosophe belge ne redevient pas chrétien en cessant d'être philosophe. En fait, son évolution est fondamentalement philosophique, et c'est cette évolution qui justifie philosophiquement son invocation de la foi. Sous la pression de Thomas, avec la maturation de sa propre réflexion, Siger a changé sa lecture d'Aristote. L'opération philologique de Thomas contre l'exégèse avéroïste a porté ses fruits. Siger ne renonce pas à Aristote au bénéfice du christianisme. Il renonce à son ancienne lecture du De Anima. Ce changement de stratégie interprétative est capital. Revisité et éclairé par Thomas, l'aristotélisme de Siger a eu raison de son avéroïsme. Cela dit, au lendemain de 1270, tous les avéroïstes n'ont pas déposé les armes. Paradoxalement, si rien ne prouve qu'il existait avant la polémique de Thomas avec Siger, plusieurs indices montrent qu'ils ont existé ou commencé d'exister après. La défaite de Siger n'a donc pas au contraire marqué la fin de l'avéroïsme latin. On peut évoquer ici plusieurs témoignages. Tout d'abord, dès la session de dispute code libétique de Noël 1270, donc après les condamnations de Tempier, l'inlassable adversaire des mendiants, le maître séculier Gérard d'Abbeville, doit revenir à la charge contre la théorie de l'unité de l'intellect, épinglant au passage plusieurs arguments de Siger. Son diagnostic sur le monopsychisme est sans appel. Répond que s'il y avait un seul intellect numériquement identique en tous les hommes, non multipliés ni distingués par une multiplicité numérique, tous nos sermons, toute notre foi serait vide de sens, ce qui est impossible en soi et absolument incroyable, ce qui est aussi faux et inintelligible, un fantasmagorie vide et excessive autant qu'une illusion folle et diabolique. En 1272, ou peut-être encore en 1275, Gilles de Rome prolonge l'attaque avec son De Plurificatione Intellectus Possibilis. Enfin, on a déjà dit qu'en 1277, Tempier doit à nouveau censurer les deux thèses qu'il avait condamnées en décembre 1270. En 7 ans, le monopsychisme n'a pas reculé. Le meilleur témoin de cette étonnante résistance est l'anonyme d'Oxford, Merton, collège 275, connu sous le titre d'anonyme de Giel, déjà évoqué tantôt, auquel le De Plurificatione Intellectus Possibilis de Gilles de Rome réserve d'ailleurs un sort particulier. Réponse arrogante et intrépide faite à Thomas entre 1270 et 1275. Les Questions de Anima du maître inconnu représentent ce que l'on pourrait appeler, par analogie avec l'hégélianisme, l'avéroïsme de gauche. Il faudrait même dire d'extrême gauche, comme le note Puxevix. De fait, si face à la critique thomiste, Siger de Brabant a fini, selon le mot de Nardi, par mitiger son avéroïsme, l'anonyme de Giel le proclame dans une sorte d'ivresse de la transgression.
Les arguments de Thomas sont passés au crible, rejetés, réfutés. Quant à la thèse finale qui couronne la question 4 du livre 2, elle va au-delà même de ce que soutenait Siger. C'est la négation du fait de conscience et le rejet de toute dimension personnelle de la pensée. De tous les auteurs du XIIIe siècle, l'anonyme d'Oxford est le seul à refuser la proposition homo intelligit. Réfutant par avance la psychologie du cogito, il se livre à l'apologie la plus radicale de ce que Jolivet appelait le décentrement avéroïste du sujet. L'homme ne pense pas. Quelque chose, l'intellect, ne sert de lui, se sert de lui pour penser. Tu m'objectes, je fais moi l'expérience que je pense, je me perçois moi en train de penser. Je réponds, c'est faux. Au contraire, c'est l'intellect naturellement uni à toi en tant que moteur et recteur de ton corps. C'est l'intellect qui fait cette expérience exactement comme l'intellect séparé cette expérience qu'il a en lui des intelligibles. Si tu m'objectes, c'est moi l'agrégat d'un corps et d'un intellect qui fait l'expérience que je pense, je dis c'est faux. Au contraire, c'est l'intellect qui a besoin de ton corps comme objet, qui fait cette expérience et qui la communique à l'agrégat. La thèse selon laquelle le corps humain est l'indispensable objet de la pensée de l'intellect est une manière extrême de dire que l'intellect est couplé à l'homme par le biais des intentions imaginaires qu'il actualise en lui, thèse centrale de la psychologie avéroïste expressément soutenue par Siger dans les Questions Intres de Anima, mais abandonnée dans le De Anima Intellective. Cette notion du corps comme objet de l'intellect a eu une exceptionnelle postérité. On la retrouve retournée contre Averroès jusque dans le De Immortalitate Anima de Pomponazzi, 1516, disciple d'Alexandre d'Aphrodise. Pomponazzi accepte l'idée foncièrement inadmissible pour l'avéroïsme qui se constitue précisément de l'exclure que le corps peut être et l'objet et le sujet de la pensée. Selon sa définition générale, l'âme est l'acte d'un corps naturel organisé, donc l'âme intellective est l'acte d'un corps naturel. Donc, puisque selon l'être intellectuel, l'intellect est l'acte d'un corps naturel organisé, il dépend aussi dans toutes ses opérations d'un organe, qu'un organe soit comme sujet, soit comme objet. Donc jamais totalement séparé de tout organe. Pomponazzi est, comme on le sait, un adversaire acharné du monopsychisme avéroïste. Son analyse de la thèse d'Averroès au début du chapitre 4 est aussi violemment critique que celle de Gérard d'Abbeville. Bien que, à notre époque, cette opinion soit très célébrée et que la majeure partie des gens s'entêtent à y voir celle d'Aristote, il me semble néanmoins qu'elle n'est pas en elle-même seulement très fausse, mais bien inintelligible et monstrueuse, et qu'elle est complètement étrangère à Aristote. Bien plus, je suis d'avis qu'Aristote n'a jamais pu ajouter foi à une aussi formidable sottise, et même qu'elle n'a pas pu effleurer son esprit. Tel que le voit l'anonyme, l'homme n'a véritablement en propre que les affects et les images d'un corps qui sent, imagine et souffre. La pensée qui naît en lui n'est pas de lui ni à lui, elle vient de l'extérieur. Elle le prend pour objet à travers ses images. En la rigueur des termes, l'homme n'est pas le sujet de la pensée. On peut s'étonner de l'ardeur persistance des partisans d'Averroès. Malgré les critiques de Thomas, malgré les censures de Tempier, le monopsychisme garde un extraordinaire attrait pour certains maîtres parisiens. Pourquoi ? Un des arguments thomistes les plus forts contre l'avéroïsme est de montrer qu'il ne peut expliquer que l'homme pense, mais seulement qu'il est pensé. Paradoxalement, c'est cela même que revendiquent les avéroïstes, naturellement pas dans le sens où l'entend Thomas. Cela aussi qui fait le succès d'Averroès. Leur thèse neuve et inattendue est que l'âme humaine n'est pas le fondement subjectif, mais seulement le fondement objectif de la pensée. Dans cette psychologie qui ignore la notion moderne de la subjectivité du sujet s'entend encore dans le sens aristotélicien de l'hypokaiménon, support ou suppos supportant un ensemble d'affects ou d'affections. Contrairement aux occamistes qui soutiennent que la pensée est subjectivement dans l'âme comme une couleur et dans un mur, contrairement aux réalistes intentionnistes qui soutiennent qu'elle y est plutôt objectivement comme un être idéal ou objectif placé face au regard de l'âme, les avéroïstes professent que la pensée se fonde objectivement dans les images de l'âme, comme en autant d'objets auxquels elle donne une actualité formelle, et que dans la rigueur des termes, elle se fonde subjectivement dans le seul intellect possible, unique et séparé. C'est cette théorie d'une double fondation de la pensée dans les images objectives de l'intellect
par la théorie du sujet double. Averroès soutient que le principe de la pensée, qu'on appelle intellect possible, n'est ni une âme ni une partie de l'âme, sinon à un sens homonyme, et que c'est plutôt une substance séparée. Et il dit que la pensée de cette substance séparée devient mienne ou tienne quand l'intellect possible est couplé avec moi ou avec toi grâce aux images qui se trouvent en moi ou en toi. Et il dit que cela se passe ainsi, l'espace intelligible qui fait un avec l'intellect possible, étant sa forme et son acte, a deux sujets. L'un, c'est les images elles-mêmes, l'autre, l'intellect possible. Ainsi donc, c'est par sa forme que l'intellect possible entre en contact avec nous, par l'intermédiaire des images. Et c'est pourquoi au moment où l'intellect possible pense, cet homme-ci, lui aussi, pense. Le passage de l'idée d'une double fondation objective-subjective à celle d'une double fondation subjective, à un double sujet fondateur, est à la fois une transformation violente de la théorie d'Averroès et la traduction directe de sa revendication la plus authentique. De fait, c'est le commentateur lui-même qui parle de deux sujets de la pensée de l'homme, sur le modèle des deux supports de la sensation, une manière de repenser d'un point de vue fondationnel la définition aristotélicienne de la sensation comme acte commun du sensible et du sentant. La fine pointe de la doctrine d'Averroès, inconnue d'Aristote, est cependant la différence entre les modes de fondation propres aux deux sujets de la pensée, l'un proprement subjectif, c'est-à-dire aussi réel mais extérieur à l'âme humaine, celui qu'accomplit l'intellect possible unique et séparé, l'autre objectif, c'est-à-dire aussi référentiel mais intérieur à l'homme, à l'âme, celui qu'accomplit l'image mentale. Car puisque formé par l'intellect, comme le dit Aristote, c'est comme comprendre par les sens, et que comprendre par les sens s'accomplit par l'intermédiaire de deux sujets, il est également nécessaire que les pensées en acte aient deux sujets dont l'un est le sujet qui les rend vrais, à savoir les formes qui sont des images vraies, et le second celui qui fait de chaque pensée un être mondain réel, et c'est l'intellect matériel. Le verbe latin formare est la traduction arabo-latine du grec noein, penser, couramment attesté dans les versions latines d'Averroès. Il semble avoir été introduit dans les traductions d'Avicenne. Le substantif penser e accent aigu et penser e accent aigu s rend le latin intellectum intellectuma. On peut aussi dire objet d'intellection, mais à condition de comprendre que ces objets de la pensée de l'intellect sont acquis par l'homme dans sa jonction avec l'intellect séparé. Il n'y a en cela aucune différence entre le sens et l'intellect, si ce n'est que le sujet du sens qui le rend vrai est extérieur à l'âme, alors que le sujet de l'intellect qui le rend vrai est à l'intérieur de l'âme. Pour Thomas, la double fondation de la pensée en l'homme est à l'extérieur de l'homme dans une relation d'exclusion interne à son objet, cela même que revendique Averroès pour préserver l'immatérialité du sujet de la pensée, apparaît comme un déficit théorique. Le vice rédhibitoire de l'avéroïsme est de ne pouvoir saisir le pensant comme pensant, mais seulement comme pensée. Si dans le système avéroïste la phrase « homo intelligit » est impropre, ce n'est pas parce que, comme le proclame crânement l'anonyme de Giel, quelque chose d'autre pense en lui, mais parce qu'il est lui-même ce qu'il est pensé. Dire que l'image est le fondement objectif de la pensée de l'intellect ne permet pas d'expliquer l'acquisition de la pensée par l'homme. Pour être humaine, la pensée doit être comprise comme une action immanente de l'homme, non comme une action transitive de l'intellect séparé. Dès la Summa contra Gentiles, Thomas caractérise l'avéroïsme par la doctrine du sujet double. Thomas d'Aquin, pour le commentateur, les espèces intelligibles ont un sujet double. Le premier, l'intellect possible, leur donne l'éternité. Le second, l'image, leur donne la nouveauté. Tout comme le sujet de l'espèce visible, lui aussi, est double. D'une part, la chose extérieure à l'âme, de l'autre, la puissance visuelle. Le sujet double n'est pas un moi divisé, mais un sujet clivé. Comme le reconnaît l'anonyme de Giel, la pensée n'a qu'un sujet réel, l'intellect séparé qui me communique la pensée. Comment toutefois comprendre cette communication? Paradoxalement, c'est l'analyse de la doctrine d'Averroès par Thomas dans le De Unitate, chapitre 65, qui permet de répondre à la question. Mais la clarté du modèle proposé ne fait que mieux ressortir le déficit de la théorie décryptée. La thèse d'Averroès, c'est avec elle son pouvoir de fascination en ressort expliqué mais détruite.
faisant de l'intellect une substance réellement séparée de l'âme humaine. Averroès doit expliquer la prolongation continuatio de l'intellect dans l'âme humaine. En quoi consiste cette prolongation? Pour Thomas, Averroès soutient qu'il y a contact de l'intellect et de l'âme humaine chaque fois qu'il y a coprésence simultanée d'une espèce intelligible en deux suppôts ou sujets distincts, d'un côté l'intellect possible, de l'autre l'image ou phantasma. La pensée, autrement dit, la species intelligibilis en acte, la pensée n'étant rien d'autre qu'actuation de l'intelligible, ce qu'Averroès appelle un intellect spéculatif, où le terme intellect désigne à la fois le pensé, le pensant et le pensé, accent aigu. Le premier étant pensé, ER. C'est la même chose en deux sujets. Pour Thomas, l'idée même de contact, de prolongation de l'intellect possible en l'homme par l'intermédiaire d'une species mène inéluctablement le monopsychisme à l'impasse. Si une même espèce intelligible est simultanément forme d'un intellect possible séparé et contenu dans les images ou intentions imaginaires de l'âme, cette pseudo-union entre ces deux lieux de résidence, disons plutôt leur intersection, ne peut suffire à faire penser l'homme, autrement dit à provoquer un acte de pensée singulier chez un individu singulier. Dans le système d'Averroès, le type d'union existant entre l'âme humaine qui contient les images et l'intellect possible qui contient leur espèce intelligible est le même qu'entre le mur qui contient une couleur et la vue qui contient l'espèce de cette couleur. Or, ce n'est pas le mur qui voit la couleur, c'est la couleur du mur qui est vue par l'œil. Si donc la thèse d'Averroès est vraie, il faut concéder que ce n'est pas l'homme qui pense, mais que ces images sont pensées par l'intellect possible séparé. Supposer qu'une seule espèce numériquement identique soit et forme de l'intellect possible et simultanément contenue dans les images, ce type de couplage ne suffirait encore pas pour que cet homme s'y pense. Il est en effet clair que quelque chose est pensé par l'espèce intelligible, alors que quelque chose pense par la puissance intellective, de même que quelque chose est senti par l'espèce sensible, alors que quelque chose sent par la puissance sensitive. C'est pourquoi le mur dans lequel se trouve la couleur dont l'espèce sensible en acte et dans la vue est quelque chose de vu, non quelque chose qui voit. Ce qui voit, c'est l'animal doté de la faculté de vision où se trouve l'espèce sensible. Or, le couplage de l'intellect possible et de l'homme, en qui sont les images dont les espèces sont dans l'intellect possible, est comme le couplage du mur dans lequel est la couleur et de la vue dans laquelle est l'espèce de sa couleur. Si donc il y avait ce couplage, de même que le mur ne voit pas, mais que sa couleur est vue, il en résulterait que l'homme ne penserait pas, mais que ses images seraient pensées par l'intellect possible. La noétique d'Averroès est donc bien incompatible avec toute idée d'une pensée individuelle. Être avéroïste, c'est soutenir que l'homme ne pense pas. La dernière parade de l'avéroïste serait de substituer un contre-modèle au modèle thomasien. C'est ce qu'il fait, il remplace le mur par un miroir, l'identité latente par une identité réfléchie, dégageant du même coup la structure qui commande la théorie de la vision dans toute mystique spéculative, celle de l'œil cyclopéen où le regard de l'âme se saisit lui-même comme regardé. Conféré maître Écart dans le Sermon, traduction de Alain de Libera. Pour que mon œil puisse voir les couleurs, il doit être vide de toute couleur. Aristote de Anima 2. Traduction Tricot. Quand je vois une couleur bleue ou blanche, la vision de mon œil qui voit la couleur, autrement dit cela même qui voit, est identique à ce qui est vu par l'œil. L'œil dans lequel je vois Dieu est le même œil dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. L'idée que l'homme peut atteindre à une connaissance de soi exercée avec l'œil même de Dieu, dont, selon Écart, parle, n'est pas sans analogie structurelle avec la thèse avéroïste selon laquelle l'homme pense par l'opération même de l'intellect, agent séparé. Dès le paragraphe 64, Thomas rejette l'hypothèse du miroir. Le miroir n'est qu'un mur qui réfléchit, comme lui il échoue à faire de l'homme le sujet de la pensée. Ils disent que l'intellect possible est au contact des images comme le miroir est au contact de l'homme dont l'espèce se reflète en lui, mais il est manifeste qu'un tel contact ne suffit pas à la prolongation de l'acte. Il est clair en effet que l'action du miroir qui est de représenter ne peut être attribuée à l'homme sous prétexte qu'il y a entre eux ce contact.
De même, l'action de l'intellect possible ne peut, sous prétexte qu'il y a ce couplage, être attribuée à cet homme-ci, qui est Socrate, en sorte qu'on puisse vraiment dire que cet homme-ci pense. Le couplage de l'âme et de l'intellect, leur mise en contact par l'intellect spéculatif, pris comme image spéculaire, n'abolit pas le clivage du sujet, il le réalise. Première critique radicale de la théorie avéroïste de l'intellect. Le De Unitate Intellectus est aussi la première modélisation de la doctrine avéroïste de la pensée. Mais ce n'est pas au seul niveau théorique que Thomas innove pour réfuter ses adversaires. Le De Unitate Intellectus est aussi la première interprétation systématique du De Anima d'Aristote, et en même temps ce que l'on pourrait appeler une contre-exégèse. En fait, tout le chapitre 1 du De Unitate est à la fois une réarticulation des contenus conceptuels de la théorie de l'intellect, du De Anima, et une destruction de l'interprétation avéroïste. Aucun genre littéraire médiéval n'offre le type de lecture pratiqué ici par Thomas. S'il y a quelque chose comme un sujet double, c'est bien le double sujet du geste interprétatif qu'il accomplit ici, à la fois reconstruction de la pensée d'Aristote et déconstruction de l'exégèse avéroïste. Ni la paraphrase albertinienne de style avicénien qui s'incorpore le texte de départ et le fond dans un exposé suivi, ni la question disputée qui met en crise un référent textuel éclaté, ni le commentaire littéral qui épelle une suite de lemmes détachés les uns des autres en suivant la logique exégétique des rapprochements extérieurs plutôt que le fil herméneutique d'un enchaînement de séquences, ne donne une vue aussi structurée du texte et de la pensée d'Aristote dans le livre de l'âme. L'exégèse polémique pratiquée par Thomas dans le De Unitate met cet opuscule à part dans son œuvre d'interprète. Cette machine de guerre contre l'avéroïsme est une machine textuelle. C'est le texte même d'Aristote qui, relu, c'est-à-dire relié, dénonce la proposition de lecture avéroïste. C'est lui qui, dans son enchaînement, son déroulé, fonctionne avec un coup d'écart comme la meilleure réponse possible aux errements du commentateur. Si l'on en croit Thomas, l'avéroïste est un interprète qui ne regarde jamais plus loin que la phrase qu'il a sous les yeux, rivé à son explication littérale, phrase après phrase. Il paraphrase ou extrapole alors qu'il lui suffirait de considérer la suite du texte pour voir que son hypothèse est prématurée ou inadéquate. Au lieu de cela, tout se passe comme si, ayant fixé une perspective de lecture pour une phrase, il s'efforçait ensuite de la maintenir coûte que coûte, normalisant chaque passage d'utile pour cela en altérer complètement le sens. L'exégèse thomasienne suppose qu'il y a dans le texte commenté une progression, un mouvement d'écriture, un dynamisme de la pensée en quête de sa propre résolution, et c'est ce processus qu'elle s'efforce de suivre. C'est lui, en tout cas, qu'elle oppose à l'exégèse morcelée et rétrospective d'Averroès, qui, loin de chercher le sens de ce qui est dit à partir de ce qui est dit plus loin, se contente de reporter automatiquement d'une phrase à l'autre par une sorte de conjonction sémantique les bribes de sens dégagées du premier contact avec les textes. Dans le chapitre 1 du De Unitate, la réfutation d'Averroès est donc à ce point conçue comme un moment discursif du De Anima qu'Aristote lui-même est présenté par Thomas comme anticipant les erreurs de son interprète et les dénonçant par avance en chaque précision, complément aux nuances qu'il juge bon d'apporter à l'une de ses propres formulations. Cette méthode de dénonciation anticipée n'est pas la moindre originalité de ce joyau de l'argumentation philosophique qu'est le De Unitate, exégèse du De Anima, critique de l'avéroïsme, théorie générale de l'âme et de la pensée, petite histoire du péripathétisme. Le De Unitate Intellectus contra Averroïstas, c'est l'une des œuvres majeures de l'histoire de la philosophie. Alain de Libera.